L'histoire tourne autour de cartes aux pouvoirs incroyables et de la lutte entre différentes organisations pour les récupérer, car elles ont été dispersées à travers 4 nations. Le début montre un navire militaire en mer, avec une île au milieu de l'océan. La ville qui y est construite est en chaos. Le mur protégeant la ville est en feu. Pendant ce temps, chaque membre de la famille royale a été évacué en lieu sûr. Les soldats communiquent entre eux via un appareil commun. Mais soudain, l'un d'eux devient agité, car l'intrus n'a toujours pas été trouvé. Plus grave encore, l'intrus transportait du matériel lourd et des explosifs. Au sous-sol, des soldats le poursuivent. Cet endroit abrite un trésor que tout le monde désire posséder. Une fusillade éclate, faisant tomber plusieurs personnes, mais l'intrus n'est toujours pas touché. Ils doivent continuer la poursuite vers le sud de la tour. Les lumières s'allument automatiquement, forçant l'intruse à s'arrêter finalement devant une grande porte. Elle s'agenouille et pose sa valise, faisant croire à ses poursuivants qu'elle va se rendre. Puis elle se lève, les mains levées. Tous les soldats sont surpris de sa jeunesse. Dès qu'elle a fini de parler, des centaines de bombes apparaissent sur les murs et explosent automatiquement. Une fumée noire recouvre une partie de la tour, et les soldats en poursuite ne peuvent que regarder, pétrifiés, avec incrédulité. Des avions arrivent, tirant une volée de balles sur les soldats en contrebas. Dans un bâtiment voisin, un autre groupe observe la situation avec tension. Pendant ce temps, en bas, un soldat manœuvre 2 mitrailleuses, tirant directement sur l'hélicoptère en vol stationnaire. La jeune femme, qui se tenait sur l'hélicoptère, utilise soudainement le pouvoir de la carte, et un missile est lancé, frappant directement le château et détruisant tout. Les 2 soldats en dessous pointent leurs fusils vers l'hélicoptère en hauteur. Avant qu'ils n'aient pu tirer, ils sont distraits par quelque chose dans le ciel. Pendant ce temps, un subordonné rapporte que tout est prêt. Mais l'homme reste immobile, sans donner d'ordre. La porte de l'hélicoptère s'ouvre en grand, laissant le vent fort souffler, ce qui ouvre la valise dans les mains de la jeune femme, libérant quelques cartes. Elles commencent à briller et à s'envoler vers le ciel comme des étoiles, illuminant toute la terre. Cette lumière se propage partout. C'est le pays de Sparte. Un mois plus tard, la vie des habitants est revenue à la normale. Je suis appuyé contre la rampe d'escalier du parc, sirotant une canette de bière tout en observant tout ce qui est à ma vue. J'aperçois un homme devant le stand de café, portant une montre coûteuse à son poignet. 2 jeunes hommes avec des téléphones qui semblent précieux dans leur poche arrière, et un jeune garçon africain pleurant, parce que son chien s'est perdu au milieu de la rue animée. J'agis rapidement après avoir tout saisi. Je me dirige vers le stand de café et jette ma bouteille de bière dans la poubelle de recyclage, distrayant à la fois le propriétaire du stand et l'homme en costume qui se disputent. Je passe à côté d'eux et, par réflexe, sors une saucisse de ma poche pour le chien qui vient de courir mordre la jambe de l'homme. Je m'excuse auprès de lui et emmène le chien, le laissant jouer autour des 2 jeunes hommes, avant de finalement le rendre au jeune garçon africain. Je ne sais pas comment, mais le garçon a une sucette dans la main. Je m'éloigne nonchalamment après un vol réussi, car dans ma poche se trouve la montre Rolex de l'homme de tout à l'heure. À l'orphelinat, 2 hommes discutent du loyer. Le propriétaire veut construire un complexe d'appartements de luxe sur ce terrain si Lindsay continue de retarder le paiement. Si elle veut prolonger et garder le terrain pour les enfants, elle doit payer. Debout devant la porte, j'ai tout entendu. Les enfants ici semblaient beaucoup m'apprécier et m'ont invité à jouer, mais j'ai refusé, disant que j'y étais occupé. Je me suis souvenu de la conversation précédente entre les 2 hommes, ce qui a renforcé ma détermination. Je me suis rendu dans une boutique de prêteurs sur gage avec les objets de valeur que j'avais volés. Malheureusement, j'avais volé une fausse Rolex avec un mouvement qui grinçait au gripsou, ainsi que 2 vieux téléphones de marque coûteux et d'autres objets. Ce qui semblait être une bonne affaire s'est avéré sans valeur après évaluation. Le propriétaire expérimenté du magasin a su d'un coup d'œil qu'il s'agissait d'articles volés. Il n'achète jamais d'objets sans provenance claire. J'ai obstinément enlevé ma chemise, voulant la vendre au propriétaire du magasin parce qu'elle appartenait au groupe Poison Phenomenon. Je l'ai présentée comme une chemise super rare que j'avais achetée lors d'un petit concert, mais le propriétaire ne l'a pas achetée, remarquant plutôt l'as de pique dans ma poche sur la table. Le propriétaire voulait l'acheter, mais je ne voulais pas la vendre. Il s'en fichait, pensant que je ne pourrais jamais posséder de vrais articles, et m'a mis à la porte. Mentionner la carte m'a rappelé un endroit. Alors, j'ai fait du stop jusqu'au Casino Bell, ça a été ma première fois ici. À l'intérieur, était vraiment luxueux et splendide. Je me suis assis à une table, et après quelques parties, j'avais le plus de jetons. Les autres joueurs, fatigués de perdre, sont partis, déçus. Dès qu'ils sont partis, un vieil homme s'est approché et s'est présenté comme Lucky Lunchman, déclarant qu'il allait me donner une leçon. Il n'a pas seulement gagné, il a gagné sans interruption. Et maintenant tous les jetons sur la table lui appartenaient. Je suis parti, frustré. Mais j'ai retrouvé Lucky à l'extérieur. Le vieil homme jouait toujours dehors et a proposé de me prendre comme apprenti. Mais quelque chose me retenait. Finalement, le personnel du casino nous a invités tous les 2 dans une salle VIP pour boire du champagne. Dans cet établissement de jeu, les caméras sont partout et gagner facilement et beaucoup attire l'attention et peut causer pas mal d'ennuis. Lucky m'a présenté comme son jeune frère et m'a emmené avec lui. En réalité, il n'y avait pas de salle VIP dans la zone de l'entrepôt.
Ils avaient été amenés ici dans un but précis. Le gérant suspectait Lucky de tricherie et voulait le fouiller, lui demandant de remettre le gant rouge. En effet, était son arme secrète. Lucky ne l'a pas abandonné facilement, il a juste claqué ses mains l'une contre l'autre, ce qui a fait tituber le garde qui voulait le fouiller et tomber directement par la fenêtre ouverte. Le gérant, témoin de cette scène, a eu peur. Mais ce N était rien, car il avait encore un autre garde. Ce garde, nommé Bobby, n'a pas obéi aux ordres. Au lieu de cela, il a sorti une carte à jouer qui s'est transformée en son gant. Bobby s'est avancé et a serré le bras du gérant, le déchirant. Étrangement, il n'y a pas eu la scène sanglante imaginée, seulement des billes éparpillées sur le sol, stupéfiant les deux hommes. Bobby s'est avancé, voulant prendre la carte de Lucky, mais le gérant a sorti son arme. Malheureusement, le pouvoir de la carte fut plus rapide que la gâchette. La tête du gérant fut écrasée par Bobby, se transformant en billes colorées. D'une manière ou d'une autre, Bobby connaissait la situation familiale de Lucky et le menaça de la vie de son enfant de 7 ans et de sa femme enceinte. Finalement, Lucky fut contraint de remettre sa carte. Dès que Bobby eut la carte en main, Chris apparut, menaçant avec un pistolet et tentant de voler le 10 de carreau que Bobby avait pris à Lucky. Les deux se sont lancés dans un combat équilibré, mais Chris semblait avoir un léger avantage. Il possédait également un valet de trèfle. Lucky tenta de échapper, mais il glissa sur les billes au sol et tomba directement devant le canon de Bobby. Il aurait pu survivre, mais par cupidité, voulant récupérer sa carte de Bobby, il fut écrasé par ce dernier, qui prit également une des billes, le reste de Lucky, pour affronter Chris. J était assis là, hébété, jusqu'à ce que Chris me rappelle de m'enfuir. Mais malheureusement, j'ai aussi glissé et suis tombé sur Bobby, arrachant la carte de sa main par la même occasion. Quand Bobby s'en est rendu compte, je même étais déjà enfui de l'hôtel avec une voiture que j'avais prise à un nouvel invité. Bobby me poursuivait de très près dans sa voiture de sport rouge. Ce fut une course-poursuite haletante à travers les rues. Chris prit également une voiture bleue et rejoignit la poursuite. Quand ils arrivèrent au milieu d'un pont désert, les trois voitures entrèrent en collision et explosèrent. Le premier à s'en sortir fut moi. Chris est également sorti avec une jambe blessée, boitant. Il voulait récupérer la carte que je lui avais volée tout à l'heure, mais son ennemi juré est apparu et a tiré sur Chris, le faisant tomber instantanément. Bobby apparut par derrière et me menaça de rendre la carte, promettant une mort rapide si j'obéissais. Si je résistais, Bobby me ferait découvrir l'enfer. À ce moment, j'ai utilisé ma carte, qui s'est transformée en pistolet. J'ai utilisé ma capacité de concentration pour viser précisément Bobby et lui offrir une balle dans la poitrine. Une fois la bataille terminée, Chris s'est réveillé. Non seulement il était pas mort, mais il n'avait aucune blessure sur son corps. Tous deux voulaient garder leur carte, alors ils se sont pointés leurs armes. Chris s'est approché et m'a pris le pistolet des mains. Il m'a exhorté à appuyer sur la gâchette, mais je n'ai pas eu le courage. Au même moment, une voiture ancienne a surgi, tirant des lianes vertes qui m'ont enroulé. J'ai ensuite été attaché et emmené au quartier général de Chris. Tous les membres étaient présents. Bernard m'a préparé une tasse de thé pendant que Veggie me déliait avec précaution, mais je n'ai pas bu immédiatement, regardant plutôt autour de moi les personnes présentes. J'ai été extrêmement surpris quand Bernard a prononcé correctement mon nom. Plus étonnant encore, il ne connaissait pas seulement mon nom, mais aussi mes habitudes, mes préférences, et même mes grains de beauté et mes marques de naissance, y compris ceux de mes parents. À ce moment-là, Chris est entré avec mon 2 de pique. J était impatient de le récupérer, mais on m'a mis un pistolet dans la bouche. À ce moment-là, un téléphone a sonné. Bernard a répondu et a reçu des ordres de son supérieur. Ensuite, il est sorti pour me parler de leur mission et de leur identité. Les cartes possèdent toutes des pouvoirs spéciaux, et seules les personnes choisies par les cartes peuvent utiliser leurs pouvoirs. On les appelle des joueurs de cartes spéciaux. Un joueur de cartes ne peut utiliser le pouvoir que d'une seule carte. Bernard a ouvert une carte sur la télévision pour me montrer les nations où les cartes apparaissent. Il y a actuellement 4 nations, Spatada, Logan, Siphium et Palostic. Ce qui est préoccupant, c'est que certains joueurs abusent des pouvoirs des cartes, semant le chaos dans leur nation. C'est pourquoi le roi Julius Foreign leur a ordonné de collecter secrètement toutes les cartes. La raison pour laquelle Bernard m'a tout dit est qu'il allait m'embaucher pour travailler ici. Ensuite, Bernard m'a emmené dans une succursale de Pinocle, un lieu qui fabrique des voitures classiques pour les clients haut de gamme. Bernard m'a fait faire le tour. Cet endroit fonctionne comme un département de vente de l'entreprise, avec chaque membre ayant des rôles différents. À ce moment-là, mes mains ne pouvaient pas rester immobiles, et j'ai accidentellement pris un magazine sur la table. Dès que je l'ai posé, le magazine s'est rétracté, révélant une armoire. À l'intérieur se trouvaient des armes, ce qui m'a surpris. Bernard a expliqué qu'ils étaient autorisés à utiliser des mesures extra-légales pour récupérer les cartes. Ils reçoivent des ordres directement du roi. Ils privilégient donc toujours la résolution des problèmes par la méthode la plus pacifique possible. Mais je n'avais toujours pas pris ma décision, car Bernard aurait dû au moins me donner une raison. Il a expliqué que la personne que j'avais abattue hier était un membre du célèbre gang de Klondike, qui est aussi l'organisation la plus étendue et la plus grande du pays. Plus important encore, leur objectif, ce sont les cartes. Ils peuvent donc facilement me retrouver. Si je voulais protéger ma carte et gagner beaucoup d'argent, je ne pouvais travailler qu'ici. Au début, j'ai hésité, mais quand Bernard a mentionné le salaire,
Mes yeux se sont illuminés et j'ai accepté immédiatement. Bernard a souri gentiment et m'a expliqué les règles de base de l'organisation avant de me rendre ma carte. Mon poste pour le public était celui d'apprenti vendeur. Ensuite, il a confié le nouvel arrivant à Chris pour le former. Comme la première règle du travail était de se montrer courtois, Chris m'a emmené me faire un costume. Une fois que le tailleur a fini de concevoir le costume, ils sont tous les deux allés manger un dessert. Mais j'ai dû manger de la nourriture pour chien. En fait, Chris dînait avec une belle femme et lui disait des mots doux, me laissant seul à boire de l'eau. Un homme tatoué à la table d'en face intimidait un serveur pour avoir accidentellement renversé de la nourriture sur lui. Bien que le serveur se soit excusé sincèrement, l'homme tatoué ne voulait pas lâcher l'affaire. J était sur le point d'intervenir quand l'homme tatoué a levé son poing, mais Chris est apparu, a bloqué le coup et a cloué le gars tatoué à la table, le forçant à supplier pour le pardon. Le serveur m'a chaleureusement remercié, mais j'ai refusé le crédit, disant que C était grâce à Chris. Quand je me suis retourné, Chris était déjà en train d'embrasser la belle femme. Après cela, je suis retourné à l'orphelinat pour parler à Lindsay du nouveau travail, du salaire élevé, et bien sûr, je sauverai cet orphelinat. Ensuite, je suis retourné dans ma vieille maison délabrée pour dormir jusqu'au lendemain. Il faisait encore nuit. Les klaxons des voitures retentissaient à l'extérieur, me forçant à me lever tôt. En bas, Chris attendait avec la voiture classique emblématique de l'entreprise. Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai vu un collier de femme. J'ai deviné que le coureur de jupons de Chris avait fait quelque chose dans la voiture, et vous savez ce que c'est. Chris a filé à travers les rues bondées pour poursuivre leur cible. Lors de cette première mission, un stagiaire comme moi devrait juste regarder et apprendre. Mais je ne voulais pas être inutile, alors j'ai utilisé ma carte. L'homme assis dans la voiture cible a soudainement sauté sur le capot de la voiture de Chris. C était le serveur que nous avions rencontré hier. Le corps de Robert était aussi dur que le fer, et aucune balle ne pouvait le percer. Les dégâts étaient presque nuls. La police poursuivait également Robert, mais n'intervenait pas dans le combat entre les deux parties. Selon le chef D, équipe Greg Young, seules des personnes étranges pouvaient gérer des individus comme ça. Dans cet affrontement, j'ai obstinément utilisé mon arme, même si je savais qu'elle ne causerait aucun dégât. Malheureusement, les ennemis les plus puissants sur cette terre ne sont pas ceux qui ont un corps de fer comme lui, mais ceux qui ont du pouvoir et un esprit inégalé. Chris a profité du moment où Robert est monté sur le capot et a passé sa main par la fenêtre pour, étrangler, conduisant la voiture directement dans la rivière, car il avait découvert la faiblesse de Robert. En effet, une fois dans l'eau, la carte de Robert a été désactivée, car la pression de l'eau au fond du lac empêchait Chris d'ouvrir la portière de la voiture d'en haut. J'ai aussi vu la voiture. J'ai visé la fenêtre avec précision et j'ai tiré pour que Chris puisse briser la porte et remonter à la surface. J'ai sauté pour tirer Robert et l'ai remis à la police. Robert était un voyou des rues qui avait eu la chance de trouver une carte de pouvoir. Il était profondément endetté, il a donc été manipulé pour devenir un voleur. Cela m'a fait réfléchir à la phrase répétée par Bernard et Lindsay. Nos choix déterminent qui nous sommes. En entrant dans la pièce, j'ai retrouvé Chris. La bonne nouvelle est que Chris a loué mes compétences de tir supérieur. La mauvaise nouvelle est que le 2 de pique était la carte avec la compétence la plus faible parmi eux. Bernard a reçu un appel de son supérieur lui disant que si je ne faisais pas bien, il devrait me licencier immédiatement. Mais Bernard croyait que je serais un atout positif pour elle, équipe. Cette femme rousse possède également une carte avec le pouvoir du feu. Elle et 2 autres personnes se tenaient devant le feu ardent dans la nuit, priant comme si, sec, était une religion. Je suis allé au magasin où j'avais commandé un costume jaune, et je l'ai mis immédiatement. Là, j'ai accidentellement croisé un enlèvement. Sans trop réfléchir, j'ai immédiatement attrapé une moto à proximité et j'ai poursuivi la voiture. Dans la voiture, les frères Carter menaçaient Léo, qui ne semblait même pas s'en soucier. Les ravisseurs étaient encore plus inquiets que leur victime. Ils voulaient que Léo appelle son père riche pour obtenir 10 millions de dollars de rançon. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que Léo n'ait même pas le numéro de téléphone de son père. À ce moment-là, ils ont senti que quelque chose n'allait pas. En regardant en arrière, ils m'ont vu les poursuivre à moto. J'ai utilisé ma carte, qui s'est transformée en pistolet et a tiré sur le pneu de la voiture, la faisant percuter une borne d'incendie, projetant de l'eau comme la pluie. Les 2 hommes dans la voiture ont sorti la tête, tandis que j'ai pris la main de Léo et l'ai emmené dans un magasin voisin. Léo n'a pas apprécié mon comportement impoli, car j'avais agi trop hâtivement. De plus, j'avais causé des dommages à la ville. Dès qu'il a fini de parler, les frères Carter ont fait irruption, exigeant que Léo leur paye 10 millions de dollars. Ce N était plus un enlèvement. Ils considéraient cela comme une compensation. La petite usine de leur famille avait subi des pertes, lorsque l'entreprise du père de Léo avait proposé un projet, puis l'avait annulé sans préavis. Léo considérait cela comme normal, car n'est-ce pas la loi de la nature que le gros poisson mange le petit ? Il ne voulait pas s'impliquer dans les rancœurs des pauvres, montrant du mépris jusqu'au dernier moment. Au début, j'avais un peu de sympathie et ne voulais pas intervenir, mais les 2 frères préféraient communiquer avec leurs poings. Alors tous les 3 se sont lancés dans une bagarre chaotique. Ensuite, la police est arrivée et a emmené tout le monde au poste pour interrogatoire, y compris des accusations d'enlèvement et de vandalisme. Même au poste de police, Léo a continué à prêcher ses principes. Une personne comme moi, qui aime la vie d'errance, ne comprenait pas et ne voulait pas comprendre. Je pensais que Léo était autoritaire
et que vivre ainsi ne lui attirerait le respect de personne, ni des jeunes, ni des vieux. Pour une raison inconnue, cette remarque a atteint le père de Léo. À ce moment-là, Léo s'est levé et est sorti avec la police à la porte, sans même qu'on l'arrête. Je me suis faufilé dehors pour suivre Léo. L'inspectrice voulait les arrêter, mais le chef de police Greg Young est resté calme, lui disant que si elle ne voulait pas voir le soleil du lendemain, elle n'avait que à les arrêter. Pendant ce temps, les frères Carter étaient en détention et n'avaient pas de tels privilèges. The N était pas grave, car le chef du groupe fanatique, Nick, est apparu et les a secourus en incendiant le poste de police. De l'autre côté, Léo et moi marchions encore ensemble quand j'ai soudainement disparu. Un instant plus tard, je suis revenu avec 2 hot dogs à la main. J'ai offert ce repas à Léo comme excuse pour ceux qui, étaient passés au poste de police tout à l'heure. Ainsi, ils se sont tous deux assis sur les marches et ont mangé ensemble. Ce N était rien de spécial, mais dans le monde des riches comme Léo, était une nouveauté. J'ai raconté mon enfance, mais Léo n'y a vu qu'une tentative d'obtenir de la sympathie et le pardon pour mes erreurs. Mon enfance N était pas stable non plus, mais tout est devenu un vide lorsque j'ai eu un accident et que j'ai perdu la mémoire. Même les souvenirs de ma famille avaient disparu. Ce qui me restait, était l'orphelinat qui m'avait abrité jusqu'à ce que je grandisse. Après avoir mangé, ils sont tous deux rentrés chez eux, et j'ai proposé de prendre le métro. Léo a trouvé cela très nouveau. En fait, il n'avait jamais pris ce moyen de transport auparavant. Un enfant a accidentellement couru et a renversé de la crème glacée sur mon nouveau costume. Pendant que je grondais l'enfant avec colère, Léo s'est calmement assis et a traité le petit garçon avec douceur. Cet aspect de lui m'a surpris. Arrivé à la gare, ils ont rencontré Nick et les frères Carter. Elle a utilisé le pouvoir de la carte pour incendier le train, faisant paniquer et fuir tout le monde. L'objectif n'avait pas changé. Il voulait toujours être indemnisé. Le feu s'est intensifié lorsque Nick a entendu Léo dire que son père était prêt à éliminer toutes les menaces, y compris son propre fils. Au début, Léo ne voulait pas faire de compromis, mais me voyant avoir du mal à respirer à cause de la grande flamme, il a accepté de les accompagner. Tous deux ont été emmenés dans une usine abandonnée où ils ont vu 3 personnes prier avec leurs croyances folles. C'est à ce moment-là qu'ils se sont souvenus de ma présence, mais personne ne savait qui j'étais. Les 2 hommes ont commencé à deviner que je ne ressemblais pas à un élève d'une école pour les riches. Ils ont même dit que j'avais l'air lâche. La tolérance humaine a des limites, alors j'ai sorti ma carte pour m'occuper d'eux, la transformant en une arme à feu et visant directement la propriétaire aux cheveux roux, tirant continuellement. Mais sa flamme était plus forte et a entièrement consumé mes balles. Ensuite, elle m'a tiré des flammes en continu, ce qui m'a rendu difficile de éviter. Dès que la situation est devenue critique, Chris est arrivé en voiture. Il a suivi les ordres de Léo et a apporté 1 million de yens en espèces. Dès que les frères Carter ont vu l'argent, leurs yeux se sont illuminés. C'est aussi le moment où Léo a révélé son atout. Il possédait également une carte et était membre du groupe. Il a frappé la mallette d'argent en l'air comme un feu d'artifice et l'a transformée en canon. En effet, quand les riches obtiennent le pouvoir, ils doivent impressionner les autres. D'un seul coup, il a mis Nick à terre. Ils en ont profité pour confisquer sa carte. Lorsque Léo est sorti, la colonne de feu s'est effondrée. Heureusement, je suis arrivé à temps pour le sauver. Ils sont tous retournés à l'entreprise où Bernard a révélé l'identité de Léo. En plus de sa famille extrêmement riche, il était également le directeur de la succursale d'Old Maid Street de Pinoche. Le plus surpris était moi parce que je venais de rejoindre et traitais Léo sur un pied d'égalité, alors que cet enfant était en fait mon patron. En conséquence, Chris et moi avons tous deux reçu une leçon de Léo. L'enfance de Wendy s'est déroulée dans les bras de son père, un samouraï célèbre. Par conséquent, elle a été initiée à l'art du sabre dès son plus jeune âge. Son père lui a beaucoup appris, notamment sur l'as de pique. Chaque fois qu'elle sortait son épée, une autre personnalité d'elle-même apparaissait. Le réveil a ramené Wendy à la réalité dans sa chambre en désordre. Elle s'est dépêchée de s'habiller et de partir travailler, n'oubliant pas d'emporter sa carte. En chemin vers l'entreprise, elle a rencontré quelques problèmes, mais est tout de même arrivée en retard. Elle s'est concentrée sur son travail, ignorant totalement que j'avais volé un client à Chris. À la fin de la journée de travail, il faisait déjà nuit, alors ils sont tous allés dans une brasserie. Mais seule Wendy était assise à une table séparée. Elle avait le cœur brisé et buvait verre après verre. Les 3 collègues sirotaient de la bière et des snacks, discutant du travail de la journée. Le propriétaire du bar les connaissait. Pour accueillir le nouveau, moi, le propriétaire du bar, a offert de la bière à tout le monde aujourd'hui. Il était déjà tard, mais seul Chris N n'était pas encore arrivé, car il était réputé pour être toujours en retard dans le groupe. Le groupe écoutait Léo me rappeler les règles du groupe quand Chris est arrivé. N'oubliant pas de me rappeler la règle numéro 1, ne jamais laisser Wendy sortir son épée. Elle était assise à la table D, à côté, affirmant qu'elle ne sortirait plus jamais son épée. Voyant Wendy de mauvaise humeur aujourd'hui, buvant de la bière comme de l'eau, ils ont tous trouvé une excuse pour partir, me laissant seul avec Chris. Nous étions coincés avec ce fardeau. Sur le chemin du retour, nous avons entendu Wendy parler de nombreux aspects de sa vie. Elle se souvenait de son père et de ses enseignements. Quand elle s'est réveillée, était le lendemain matin. Tirant les leçons de la veille, elle est arrivée au travail 30 minutes plus tôt,
et la circulation était bien meilleure. Dès qu'elle s'est assise, l'horloge a sonné 9 heures. Pendant ce temps, tout le monde était occupé par son travail. Je faisais un essai routier avec le client d'hier tandis que Bernard recevait un appel du président. Ils ont été informés qu'un braquage de banque était en cours en ville. Chris N était toujours pas arrivé au bureau. VJ était également occupé car il allait bientôt soutenir Chris. Seule Wendy restait au bureau, prête à recevoir des ordres de soutien de leur part. De l'autre côté, Chris parlait au braqueur de banque. Il a appelé Wendy et elle a entendu toute la conversation. Les voleurs étaient tous armés et pour aider tout le monde à échapper, il a utilisé son corps pour bloquer les balles. Chris a fait un rapport de la situation à Wendy et VJ. Au début, seul VJ est parti, mais Wendy ne voulait pas rester en arrière et a insisté pour y aller, alors ils sont partis tous les deux. Alors que je roulais vers un feu vert avec le client qui faisait un essai routif, j'ai remarqué Chris au volant, poursuivant les voleurs devant. Réalisant que Chris était en mission, j'ai fait semblant d'avoir mal au ventre et d'avoir besoin d'aller aux toilettes, puis je l'ai rapidement suivi. Chacun a conduit une voiture pour attraper les braqueurs de banque qui, échappaient avec les otages. Une course-poursuite classique a éclaté dans les rues. Dès que les voleurs ont cru qu'ils, étaient échappés, VJ a utilisé son pouvoir pour faire pousser des vignes des troncs d'arbres, bloquant leur chemin. À ce moment, la voiture de Wendy a également rattrapé son retard. Elle a utilisé son épée avec habileté, mais ne l'a pas retirée de son fourreau, utilisant simplement, épée encore dans le fourreau pour blesser quelques braqueurs, tandis que VJ sauvait les otages. Étonnamment, les braqueurs n'étaient pas les détenteurs de cartes, mais les otages. Il a poignardé VJ et s'est présenté comme Jon, le détenteur du 4 de trèfle. De nombreuses copies ont surgi de son corps. Peu importe combien Wendy en a battu, elles ont continué à apparaître. Il a continué à se dupliquer, lui rappelant les avertissements de son père. Acculée, Wendy a décidé de sortir son épée et de trancher toutes les copies devant elle. VJ pensait qu'elle avait maîtrisé son pouvoir, mais ce n'était pas le cas. Elle est apparue avec la deuxième personnalité de Wendy. C'est à ce moment-là que le vrai problème a surgi. VJ en a profité pour envoyer un message d'urgence à Chris. Maintenant, peu importe le nombre de copies, Loveby s'occupe de tout. Elle a même failli trancher l'original. Mais heureusement, VJ l'a arrêté. Sa personnalité folle voulait trancher quiconque entrait dans son champ de vision. Elle était toujours en mode combat avec le monde entier. L'ennemi, ça allait, mais si elle rencontrait des alliés, le chaos éclaterait. On ne sait comment, Léo a également appris que Wendy avait sorti son épée. Il a immédiatement piloté un hélicoptère et a laissé tomber le plus grand coffre-fort de la Banque Centrale pour la contenir. Personne ne pensait que Loveby s'échapperait, mais ce à quoi vous ne vous attendez pas arrive souvent. Loveby a tranché à travers le coffre-fort et a même sauté pour trancher l'hélicoptère de Léo. Heureusement, le pilote et Léo ont pu sauter à temps. VJ a rapidement jeté un filet pour les sauver tous les deux. Loveby a atterri au même endroit et s'apprêtait à lever son épée pour satisfaire son envie de trancher quand Chris est apparu. Elle a changé de direction et s'est tournée pour le trancher, car elle savait que Chris était un sagiri domestiqué, une chose que les samouraïs utilisaient pour s'entraîner à trancher. Cependant, Chris était un peu différent, car il pouvait guérir ses blessures même s'il était transpercé. Il ne mourrait pas. Bien que toujours ressentant de la douleur, Loveby le savait, alors chaque fois qu'elle apparaissait, elle utilisait Chris pour s'entraîner à trancher. Une personne folle comme elle doit avoir aimé cette sensation. Mais Loveby ne savait pas que équipe avait un nouveau membre, moi. Ma carte N était peut-être pas plus forte que les autres, mais mes compétences de tir étaient suprêmes. J'ai tiré 3 coups qui n'ont pas blessé le corps de Wendy, mais ont fait tomber épée de la main de Loveby. Je savais que ce n'est que lorsqu'elle n'avait pas épée que tout redeviendrait normal. Wendy se souvenait que son père avait espéré qu'elle ne suivrait pas le même chemin que lui, un chemin où seule la solitude l'accompagnait. Mais elle voulait devenir la personne qu'il désirait et croyait qu'elle réussirait vraiment. Wendy a étiré ses yeux larmoyants. La première personne qu'elle a vue était moi. Et cette personne chaleureuse était vraiment moi. Je l'ai conseillée avec mon esprit optimiste, donnant à Wendy de nombreuses perspectives différentes. Cela dit, je lui ai dit au revoir et je suis parti. La mission s'est terminée dans la soirée, mais mon client attendait toujours au carrefour. Le bruit du braquage de banque d'hier est rapidement parvenu à l'oreille de l'officier de police Chelsea. Un novice au commissariat était chargé d'enquêter sur cette mission. Les employés ont fourni des informations sur l'homme qui est venu hier, Chris. Tout le monde le voyait souvent en costume rouge, draguant les filles. En effet, les bonnes nouvelles voyagent vite. Chelsea s'est rapidement rendue au commissariat pour faire un rapport à Greg Young, mais personne ne s'en souciait et lui a conseillé de ne pas s'en mêler. Elle a essayé de chercher des informations sur les affaires liées à ces personnes sur l'ordinateur, mais tout avait été supprimé. Chelsea ne pouvait pas comprendre pourquoi les affaires étaient ignorées quand des employés de Pinoche l'étaient impliqués. Cela l'a encore plus convaincu qu'il devait y avoir une histoire cachée derrière. Avec sa personnalité curieuse et surtout têtue, Chelsea a ignoré les conseils de ses collègues et a décidé d'enquêter minutieusement. John avait été arrêté dans l'affaire la plus récente. Le capitaine Greg Young a confié cet interrogatoire à Chelsea. L'homme était anxieux et craignait de mourir à tout moment. Il a promis à Chelsea de tout révéler sur sa famille si elle pouvait assurer sa sécurité. Chelsea a promis avec confiance à John qu'elle veillerait à ce qu'il survive.
et a émis un ordre de protection des témoins à ses collègues. Mais John lui-même, en tant que membre de la famille, savait qu'il ne pourrait pas survivre. Alors, comment une étrangère comme Chelsea pouvait-elle être sûre qu'il survivrait? Pendant ce temps, le capitaine Greg Young était dans sa voiture, au téléphone. Il voulait savoir ce qui était passé il y a un mois à Finlande. Mais le président le révélerait-il jamais? L'homme a seulement rappelé au vieux chef de police de connaître ses limites, puis a raccroché. Ensuite, Greg Young et sa subordonnée Chelsea sont allés observer la situation à l'entreprise Pinoche. Elle a rendu compte de toutes les activités quotidiennes des employés là-bas. Après les avoir observés pendant un certain temps, Greg Young a assisté à la fête du conseil et a rencontré Bobby par hasard. Si, était Bobby qui m'avait affronté, moi et Chris. Il n'est pas mort et travaille maintenant comme garde du corps à l'extérieur de la fête pour son patron. Greg Young l'a taquiné, disant que était une honte d'être battu par un amateur. Bobby était sur le point de se jeter sur lui, mais un collègue l'a arrêté. L'idée qu'un inconnu puisse le blesser le mettait en rage. La fête à l'intérieur était extrêmement luxueuse. Tous les invités avaient l'air élégants et raffinés. Étaient tous des acteurs majeurs de la chaîne alimentaire, des magnats de la finance aux musiciens. Quelqu'un d'expérimenté comme Greg Young pouvait reconnaître d'un coup d'œil qu'ils étaient liés à l'industrie militaire. Après avoir laissé les invités dîner un moment, le personnage principal est apparu, ressemblant à un véritable chef de mafia. Pendant ce temps, je venais de rentrer du travail et, arrivé chez moi, j'ai vu une silhouette noire passer. J'ai immédiatement sorti mon arme et poursuivi, seulement pour tomber sur Chelsea, qui m'a montré sa carte de police. J'ai donc été menotté et emmené à la voiture. À ce moment-là, à la fête, les lumières ambiantes se sont éteintes, ne laissant que la lumière de la scène éclairer l'endroit où se tenait Ban. Il se tenait là, prêchant toutes sortes de principes de vie. Bien qu'il y ait eu des mots impolis ici et là, celui qui possédait le plus de biens avait le droit de parler. Ban était définitivement le leader ici. Il a présenté M. Morris, un ministre de la Justice, et a même commenté sa calvitie. Bien que ce ne fût qu'une blague, elle fut chaleureusement accueillie par les invités. Tout le monde riait joyeusement. Pendant que le discours se déroulait, son subordonné s'est approché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Ensuite, un homme a été amené par 2 des gardes du corps de Ban, la tête couverte. Quand le tissu a été retiré, était John. On ne sait pas comment, il avait réussi à capturer John du centre de détention et à rendre son badge d'immunité policière inefficace face à son pouvoir. Le crime de John était d'avoir perdu sa carte au profit d'une autre personne. De retour à moi, j'ai été menotté par Chelsea et emmené dans une voiture de police. Après avoir roulé assez loin, ils ont percuté un bus scolaire, ce qui a fait basculer leur voiture au milieu de la route déserte. Il était minuit. Heureusement, elle n'a pas explosé et il n'y a eu aucune victime. Le bus a volé au-dessus d'eux. Heureusement, ils ont tous deux réussi à échapper juste avant que le bus ne tombe. Mais la chance de John était épuisée. Ban lui a brisé le cou, pas rapidement, mais lentement. Se briser les os de cette manière était plus douloureux que de le faire d'un seul coup. Chelsea et moi venions à peine de nous remettre de l'incendie de la voiture qu'un autre désastre s'est produit. Une femme inconnue s'est approchée et m'a appelé le chiot de Pinoche. J'ai utilisé ma carte pour la menacer, manquant de peu d'appuyer sur la gâchette, mais je n'ai pas pu l'arrêter. Elle a même manipulé des objets proches pour bloquer les balles. Elle pouvait aussi posséder le pouvoir d'une carte quand elle a utilisé ses pouvoirs psychiques pour étrangler Chelsea, puis contrôler ma main, tenant le pistolet pointé sur la policière comme une marionnette. La balle a fusé lorsque j'ai appuyé sur la gâchette sous le contrôle de la femme. À la fête de Ban, l'atmosphère était extrêmement tendue. Les invités assistaient à John se faisant briser les os morceau par morceau devant leurs yeux. Son cou avait été tordu jusqu'hypolyme, à la limite qu'un corps humain pouvait supporter. Le sang jaillissait comme une fontaine. Alors que Ban restait calme face à cette scène horrible, les invités avaient le visage pâle et restaient sans voix. Était peut-être l'une de ses manières de consolider son pouvoir absolu. Le résultat de l'explosion précédente était que personne était mort. En effet, la gentillesse est précieuse, mais la gentillesse des faibles est stupide. Par exemple, Chelsea, une jeune recrue de la police, rêvait de retrouver la justice et était prête à affronter une grande affaire impliquant de nombreuses forces en coulisses. Cette fois, ma balle n'a peut-être pas touché, mais elle ne peut pas échapper éternellement. Ce n'est qu'un avertissement. C'est la femme elle-même qui a dit que si un pistolet avait été pointé sur sa tête, Chelsea aurait déjà rencontré le roi de la mort. Une fois la fête terminée, Greg Young a attendu Ban à l'extérieur, ayant l'intention de l'interroger sur l'attaque au Palais Champlain un mois auparavant. C'est cet événement qui a fait que davantage de personnes ont possédé des cartes aux pouvoirs spéciaux, causant beaucoup de problèmes. Le vieux Ban a simplement affirmé qu'il ne savait rien. Bien que Greg Young ait épuisé ses supplications, il a continué à refuser et l'a même conseillé de ne pas croire les paroles de Théodore. « Ne doute pas, étonne-toi », a-t-il dit, puis est parti sans se retourner. Chelsea s'est réveillée après avoir reçu une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Mais avec une personne aussi têtue qu'elle, il n'est pas certain que cette leçon ait porté ses fruits. C'est en effet une perte de temps avec quelqu'un comme Chelsea. Elle m'a confié qu'elle était curieuse depuis son enfance. De plus,
Elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait devant ses yeux. Cela la privait de sommeil et la curiosité lui était entrée dans le sang. Il n'y a donc aucune raison pour que Chelsea arrête son enquête ici. J'ai gaspillé mon souffle à la conseiller. Mais, si elle haine, écoute pas, tant pis. Je l'ai menotté à la voiture en feu, lui ai dit de se calmer d'abord, puis je suis parti. Le lendemain matin, Chelsea a emmené Greg Young observer la situation à la société Pinochle. Ils se sont garés à l'extérieur un moment, puis sont retournés au siège. Elle lui a parlé d'elle quand elle était enfant, à quel point elle était curieuse quand elle a découvert une faute d'orthographe dans un journal, et qu'elle a envoyé une lettre à la rédaction. Finalement, elle a été récompensée par un crayon. Maintenant qu'elle est adulte, elle était sur le point d'être récompensée par des bonbons. Mais ce sont des bonbons en cuivre, une façon euphémique de parler de balles. Greg Young lui a parlé de John, l'homme dont elle était chargée d'enquêter. Son corps a été retrouvé au bord de la rivière ce matin. En entendant cela, Chelsea a eu des sueurs froides. Au lieu de réunion de L, équipe J, tout le monde était présent, mais personne n'a pleuré son départ. De nombreuses années auparavant, plus précisément lorsque Champler était divisé en 4 régions, des soldats démoniaques sont venus de la mer pour conquérir la île. Avec eux sont apparus un sorcier et un jeune garçon qui a fait une proclamation aux habitants. Ce garçon était le roi de Champlay, et s'il voulait sauver île, il devait choisir 13 chevaliers des 4 régions pour se tenir à ses côtés. Ainsi, une armée de 52 chevaliers fut formée des 4 régions pour sauver île. Le sorcier donna également à chacun des 52 chevaliers une carte d'un jeu de 52 cartes pour symboliser leur loyauté envers le garçon. Les chevaliers ont prêté serment sur leur sang et ont commencé à se battre pour regagner la liberté de leur pays. Malgré le sang versé, ils n'ont pas pu réussir. Ils se sont tournés vers l'utilisation des cartes du sorcier. Toutes ont été données aux garçons. La bataille a continué, et ils ont gagné, unifiant les 4 régions. Et le garçon est devenu le premier roi, selon ce qui a été enregistré dans le livre trouvé par les archéologues. Aujourd'hui, les objets qui sont sortis proviennent tous de ce royaume, et en particulier, les cartes sont également mises aux enchères sur le navire Queen Black Lady. Dans une pièce, Norman, le PDG de Who, répond à une interview avec une attitude d'un ridicule incroyable. « Je suis sur le point de devenir fou à cause d'un grave mal de mer. » Tout le monde discute de ces personnes autour de Norman, en particulier Brice et Brandy. Ces 2 personnes possèdent également des cartes. Leur mission aujourd'hui est de tromper tout le monde pour voler la carte qui est mise aux enchères. Ensuite, Léo est venu et m'a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Ce ne sont pas des voleurs. Ils ne font que confisquer les cartes de l'extérieur pour les rendre à la royauté, et c'est parfaitement légal. Léo m'a regardé avec un visage pâle, tenant un seau pour vomir. Mon état semblait assez grave avec le mal de mer. À ce moment-là, Léo a pensé qu'il devait changer de plan, mais je voulais toujours participer. Léo a immédiatement rejeté cette tâche, leur demandant d'être prudent à chaque étape. Une erreur pourrait mener à la catastrophe. Dans le pire des cas, il pourrait être accusé de crime. Il ne pouvait pas laisser mon vomi affecter toute l'équipe. Chris s'est levé pour me garantir, promettant que je pouvais le faire. Bien que Léo s'y soit opposé, il a dû céder face à la détermination de Chris. Alors ils ont commencé à agir selon le plan. Pendant que l'enchère se déroulait sur scène, en coulisses, ils mettaient à exécution leur complot de vol. Moi, avec mon savoir-faire, je me suis déguisé en membre du personnel des coulisses pour approcher le superviseur et lui voler la clé. Une simple collision, qui semblait accidentelle, m'a permis d'obtenir facilement ce que je voulais. Ensuite, je suis sorti, créant un désordre, et j'ai jeté la clé à VJ, qui était déguisé en serveur. Il a mis la clé dans un verre d'eau et l'a donnée à Wendy, qui faisait semblant d'être une invitée sur le bateau de croisière. Elle a sauté à elle, étage inférieur, heurtant délibérément, ou accidentellement, un agent de sécurité du navire, faisant tomber la clé. Elle lui a également demandé de venir dans sa chambre pour nettoyer et changer rapidement. Chris était là pour récupérer la clé. Pendant que VJ travaillait dans la cuisine, utilisant la puissance de la carte bleue à travers les tuyaux, il a secrètement pris la carte de sécurité de la poche de l'homme que Wendy venait de heurter. Ils ont utilisé des appareils pour échanger des informations entre eux. VJ avait encore besoin de plus de temps et a demandé à Wendy de l'aider à gagner du temps. L'agent de sécurité venait de prendre sa douche et de se changer, et elle a sorti de l'alcool pour l'inviter à boire avec elle. Au début, il était sur le point de refuser, mais comment résister au charme d'une belle femme? Grâce à cela, VJ a pu obtenir la carte de sécurité. Pendant ce temps, Chris était arrivé dans la pièce où la carte était conservée. Il est resté immobile, les mains levées pendant un moment, attendant que VJ lui passe la carte par les tuyaux. Après avoir obtenu la carte, il est allé dans une autre pièce. Chris a soigneusement neutralisé la caméra avant d'agir. À la vente aux enchères, BJ, déguisé en serveur, a apporté de l'eau à Léo, ce qui était en fait un rapport de progression de la mission. En apprenant que les résultats N n'étaient pas à la hauteur des attentes, Léo était agité, contraint de rester immobile. Chris n'avait pas encore échangé les cartes. Quand Brice est apparu, il l'a électrocuté, paralysant tout son corps. 1 million de volts transformerait généralement une personne en porc rôti, mais Chris l'immortel était différent. L'appareil de communication de Léo était également tombé en panne à cause de l'électricité, ce qui le rendait encore plus paniqué. Il a appelé Wendy, mais elle était ivre avec le personnel de sécurité dans la pièce. Je vais bien, juste un peu de mal de mer. J'ai quand même essayé de me traîner jusqu'à
à Chris pour vérifier la situation de l'enchère. Norman a chassé le commissaire-priseur et est monté sur scène lui-même. Léo, habituellement très calme, ne pouvait plus rester immobile et a commencé à faire des offres pour le concurrencer. Le combat entre Chris et Brice m'incluait maintenant, mais comme j'avais un grave mal de mer, j'ai été maîtrisé par Brice et suis devenu un otage pour menacer Chris. Chris a fait semblant de se rendre et a jeté le coffre contenant les vraies cartes. J'ai risqué ma vie pour le poursuivre et j'ai accidentellement poussé le coffre sur la scène principale. Au milieu de l'enchère, je suis tombé sur Léo, l'empêchant de crier son prix pour se battre pour les cartes. Et même si Norman a remporté l'enchère, cela n'a servi à rien. La femme qui avait menacé Chelsea plus tôt avait volé les cartes. Elle est arrivée en hélicoptère, puis a utilisé ses pouvoirs pour faire voler le coffre, réussissant à récupérer les cartes. Cette mission avait échoué. Le lendemain, les médias ont couvert la vente aux enchères. Le groupe iCard en a discuté joyeusement. Tout le monde fait des erreurs, donc personne ne peut blâmer personne. La personne la plus à plaindre dans cette histoire est Norman. Il a perdu à la fois de l'argent et des biens, et il était en colère qu'aucun article ne le mentionne, bien qu'il ait fait des offres bien plus élevées que les autres. Norman a demandé à son assistant de lui trouver une interview exclusive et a exigé que les journaux parlent de lui en détail. Mais Brice avait pris un congé pour emmener son enfant à l'école. Norman était déterminé à battre Léo la prochaine fois, alors il était très heureux et ne pensait plus au passé. Chelsea était une fille populaire qui faisait du live stream et discutait avec tout le monde en rentrant chez elle. Soudain, une voix retentit. Chris se tenait là, utilisant ses techniques de drague désuète, mais Chelsea a trouvé cela très amusant et a dit qu'elle n'était pas intéressée par les joueurs. Quand elle s'est retournée pour partir, je me suis approché, la touchant accidentellement à la taille, ce qui l'a fait sursauter, et elle m'a aspergé de spray au poivre dans les yeux. Voyant les deux semblaient proches, Chelsea a utilisé sa carte d'amour comme récompense pour lier leurs mains ensemble, de sorte qu'aucun d'eux ne puisse laisser l'autre. Ils sont allés dans un bar à bière et ont dit à Veggie de ne pas mentionner cela à Wendy et Léo, sinon ils seraient ridiculisés. Le propriétaire du bar, voyant leur relation étroite, leur a même offert une glace. Chris était en colère car il avait un rendez-vous ce week-end. Il était donc déterminé à trouver cette fille pour neutraliser ce pouvoir. Veggie les a aidés à trouver des informations sur la fille. Après avoir mangé leur glace, ils se sont précipités à la recherche de Chelsea. Elle était à la piscine avec des amis pour une fête. Tous deux sont rapidement apparus. Maintenant quoi ? Chelsea ne voulait toujours pas désactiver ce pouvoir. Chris a pensé à se couper le bras. De toute façon, il était immortel et pouvait guérir. Mais cela ne pouvait toujours pas les séparer. Le seul moyen était de trouver Chelsea. Les trois se sont rencontrés partout, au point qu'elle les a pris pour des stalkers. Mais elle savait exactement ce qu'ils voulaient d'elle. En conséquence, ils ont couru dans toute la ville pendant 3 jours. Sans manger ni dormir, ils ne s'attendaient pas à ce que Chelsea ait un mode de vie aussi actif. Tous les deux se sont assis pour se reposer dans le parc. Ici, ils ont rencontré par hasard Apple, un client de l'entreprise où je travaille. Il les a vus se tenir la main, et a mal interprété cela comme une relation homosexuelle. Avant qu'il ne puisse expliquer, Chris m'a tiré pour continuer à chercher Chelsea. Mais elle ne désactiverait jamais facilement le pouvoir de la carte. Chris n'a toujours pas abandonné, voulant me séparer à tout prix. J était très fatigué, et ne voulait pas continuer à courir comme ça. Finalement, tous les deux sont venus chez moi. Nous avons rapidement mangé des boîtes de conserve, et sommes allés nous coucher. J'ai fait un cauchemar. Pendant de nombreuses années, j'ai souvent rêvé d'une nuit où quelqu'un brandissait une épée devant moi. Autour de moi, Denis était une mer de feu. Chris ne pouvait pas dormir non plus, peut-être parce que l'oreiller est étrange. Les médecins avaient dit que était un traumatisme psychologique, ou peut-être un accident. Chris a vérifié ses messages. Il savait qu'il ne pouvait pas éviter cela, alors il ne pouvait que m'envoyer un message pour ne pas révéler son rendez-vous de demain à qui que ce soit. Même au sein du groupe iCard, j'ai accepté, je n'y ai pas trop réfléchi, devinant que était juste un rendez-vous ordinaire. Le lendemain matin, tous deux sont arrivés au point de rendez-vous pour rencontrer la fille de tout à l'heure. Je n'ai rien trouvé d'inhabituel avant que Chris ne salue la fille. Son nom est Missen, et elle est sa petite sœur, ce n'est pas du tout un rendez-vous. Chris m'a présenté à Missen comme son collègue. Après les salutations, tous les trois se sont promenés en ville. J'ai appris beaucoup de choses sur Chris de Missen. Ils sont entrés dans différents magasins. Chris a gâté sa petite sœur de tout son cœur, la faisant se sentir comme une princesse. Ils ont fait du shopping ensemble, puis ont mangé des glaces dans un stand de rue. Tous les trois ont parlé de beaucoup de choses. Missen s'est demandé comment son frère était au travail, ce qui a fait un signe à Chris. J'ai coopéré, disant toutes sortes de bonnes choses sur Chris au travail, comme le fait qu'il était gentil et chaleureux, inspirant toujours confiance à ses collègues, une bonne personne typique. Missen était tellement heureuse qu'elle a sauté de joie. Ensuite, les trois sont allés dans une pâtisserie pour manger des sucreries. Pendant que Missen était aux toilettes, les deux sont restés et ont parlé. Chris a avoué qu'il n'avait jamais parlé à sa sœur du groupe iCard, donc elle n'avait jamais su ce que son frère faisait comme métier. Malheureusement, ils ont de nouveau rencontré Chelsea par hasard à la pâtisserie, qui a taquiné Chris pour avoir si bien joué son rôle. D'un joueur qui poursuivait les filles comme un chasseur sa proie, il jouait maintenant le rôle d'un bon frère. Quand Missen est revenue, ils se sont salués. J'ai présenté Chelsea comme leur amie, et bien que réticente,
elle a coopéré avec les deux. Après avoir mangé, ils se sont promenés un moment et Chelsea a fait de son mieux pour montrer à Misen le vrai visage de son frère. Elle a commencé à dire toutes sortes de choses pour le démasquer. Mais Chris a calmement dit à sa sœur qu'elle ne cherchait que son destin, et a dit que Jay était la personne qu'elle aimait. Finalement, Chelsea a été distraite lorsque Misen l'a entraînée pour jouer. Ils jouaient toujours sur la plage quand Chelsea a réalisé qu'elle avait été dupée. Mais à ce moment-là, elle a mis cela de côté. Elle a joyeusement joué avec Misen, prenant des photos ensemble et les publiant sur Instagram. Le soir, Misen voulait toujours faire de la grande roue. Chris, connu pour son amour pour sa sœur, Bian n'était toujours pas d'accord. J'ai aussi essayé de la persuader. Misen n'avait pas couru loin qu'elle est tombée par terre, la bouche en sang. Chris a paniqué et a dit à Chelsea de neutraliser immédiatement le pouvoir de la carte. Il a porté Misen et s'est précipité à l'hôpital. Depuis son plus jeune âge, la petite fille a dû lutter contre la maladie. Chris n'avait que Misen comme seule famille, alors il l'aimait et la gâtait toujours autant qu'il le pouvait. Chelsea et moi nous sommes aussi précipités à l'hôpital. Voyant que Chris ne pouvait pas se calmer, Chelsea a utilisé sa carte pour lier sa main à la sienne. Ce n'est que tard dans la nuit qu'elle a neutralisé le pouvoir de la carte lorsque Chris S. était calmé. Le médecin l'a informé de l'eau état grave de Misen. Avec cette maladie, aucun hôpital ne la laisserait sortir. Eldos était sûrement faufilé dehors. Chris n'entendait que de bonnes choses sur lui de la part de sa sœur. Même lui ne s'attendait pas à cela. Dans la chambre d'hôpital, Misen a parlé avec moi et Chelsea. Les deux frères et sœurs, comme moi, étaient des orphelins, mais la petite fille avait plus de chances d'avoir un frère qui l'aimait inconditionnellement. Chris est entré dans la pièce, a dit quelques mots à sa sœur, puis tous les trois sont sortis. Chris faisait toujours semblant d'aller bien, mais Chelsea pouvait voir qu'il mentait. Cette zone était réservée aux patients gravement malades. La vérité est que Chris n'allait pas bien du tout. Après avoir parlé un moment, Chelsea lui a promis qu'elle lui rendrait sa carte jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de chercher son destin. Ce cauchemar persistant continuait de hanter mon esprit. Des chevaliers en armure et un grand feu submergeant tout autour de moi quand Jay était enfant. J'ai essayé de même, échapper du château en feu dans la mer de flammes. Un chevalier en armure m'a poursuivi, brandissant son épée. Et puis je me suis réveillé, même étant endormi dans le bus. J'ai pris un congé à Pinochle pour aller là où j'ai grandi. Un client familier nommé Apple est venu au magasin mais ne m'a pas vu pour lui poser des questions sur ce qu'il avait vu ce jour-là. Le jour où Chris et moi nous tenions la main dans le parc, Apple voulait demander, mais seul Chris l'a servi. On ne sait pas pourquoi, Apple avait un préjugé extrême contre Chris et l'a toujours traité très grossièrement, préférant que je le serve. Apple a demandé à Chris ce qu'il était passé entre nous ce jour-là. Bien sûr, il ne pouvait dire la vérité à personne. Chris a dit qu'il n'avait qu'une relation de senior à junior. Dès qu'il a eu fini de parler, Apple est parti en courant, disant qu'il n'aimait vraiment pas que Chris soit près de moi. Le bus s'est également arrêté devant l'orphelinat. J'ai pensivement apporté un bouquet de fleurs. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai vu un groupe d'enfants jouer dehors. Il y avait de nouveaux visages que je n'avais jamais vus. La situation était assez tendue, alors Lindsay a dû arrêter les enfants. Le petit Sam a pris son livre, celui que j'avais ramassé tout à l'heure, et s'est enfui. Je suis resté dehors à observer avant d'aller saluer Lindsay. Les deux hommes ont parlé un moment de Sam. Puis je me suis soudain souvenu que était l'anniversaire de Lindsay, et je lui ai offert un bouquet de fleurs. Chez Ban, il manquait aussi une personne à la fête, Bobby, le gars que j'avais battu à mort au casino. Après cet incident, Ban a perdu confiance en Bobby. Cette disparition a fait penser à Ban que Bobby avait encore échoué dans quelque chose. Bien que ce soit appelé une fête, en réalité, il n'y avait que lui qui mangeait seul et marmonnait. Les autres n'avaient même pas touché leur couvert. Ils se contentaient de écouter radoter sur un tas de principes, disant qu'ils étaient une famille. Bien qu'il soit devenu un parrain mafieux avec le pouvoir entre ses mains, Ban N était toujours pas satisfait. Il voulait aller plus loin, assez loin pour s'approprier le nom de l'organisation. Ils se sont nommés d'après un pays, mais le rêve N était qu'un rêve. J'ai entendu parler de Sam, un petit garçon qui venait des Kimodararai, être amené ici parce que ses parents étaient décédés. J'ai apporté une fleur pour le garçon. Le garçon ne faisait que lire, indifférent à ce que je disais. Et même s'il répondait, était très formel. À l'âge de 7 ans, j'ai perdu tous mes souvenirs de ma famille et j'ai été envoyé à l'orphelinat. Tout ce que je pouvais savoir venait de Lindsay, qui disait que ma famille avait été brûlée et que personne n'avait survécu. La seule chose qui m'a accompagné de l'enfance à âge adulte, était ce 2 de pique. Lindsay m'avait aussi bien prévenu que, quoi qu'il arrive, je ne devais pas perdre cette carte. Et jusqu'à présent, cette carte m'accompagne toujours. Je me souviens de chaque geste chaleureux de Lindsay. Il m'a aimé comme son propre frère, m'a enseigné beaucoup de choses, me faisant sentir que ma vie malheureuse avait commencé à prendre des couleurs. Je considère cet endroit comme ma famille et le petit Sam aussi maintenant. Au début, il se sentait très étranger, apparemment incapable d'accepter cette situation, mais plus tard, nous le considérerons comme une famille. Lindsay est le père, et tous les enfants se considèrent comme frères et sœurs. Et bien que Sam soit concentré sur la lecture, il même écoutait toujours. Le garçon, bien sûr, ne pouvait pas encore accepter ces mots de ma part, se contentant de nier que ses parents étaient décédés. Cela signifie qu'il n'avait plus de famille et qu'il n'y avait pas non plus de frères et sœurs ici.
Ce n'est que lorsque j'ai montré à Sam sous le lit, où il avait un compartiment secret pour ranger ses affaires, que cela a éveillé son intérêt. Le soir, tout le monde à l'orphelinat s'est réuni pour fêter l'anniversaire de Lindsay. Les cadeaux s'empilaient sur la table. Je suis arrivé en dernier, offrant à Lindsay un nouveau tablier après en avoir porté l'ancien pendant 1 an. Ses yeux étaient pleins de tristesse en regardant le tablier dans mes mains. C'est l'argent que j'ai gagné moi-même. Nous sommes tous les deux allés à la cuisine pour sortir le poulet rôti du four. Lindsay a également profité de cette occasion pour me dire quelques mots. J'ai même montré le solde de mon compte bancaire. J'ai promis à Lindsay que j'achèterais cet endroit et que j'améliorerais la vie des enfants ici. Voyant que je n'avais pas travaillé longtemps, mais que j'avais déjà une somme d'argent considérable, Lindsay était très soupçonneux, pensant que j'avais risqué ma vie à faire des choses dangereuses pour l'obtenir. Il ne voulait pas non plus utiliser l'argent que j'avais obtenu en me mettant en danger. Nous sommes tous deux sortis et Lindsay tenait le gâteau dans ses mains, écoutant les enfants dont il était occupé chanter joyeux anniversaire. J'avais l'air malheureux après la conversation dans la cuisine. Avant que tout le monde n'ait fini de chanter, un personnage dangereux et non invité est arrivé. Bobby, le rancunier, était venu ici. Lindsay pensait qu'il était mon collègue et est venu échanger quelques salutations. Bobby a immédiatement activé sa carte. Lindsay voulait toujours lui serrer la main. À ce moment-là, tout ce que Bobby touchait se transformait en billes. Heureusement, Lindsay a eu le temps de retirer sa main. J'ai rapidement activé ma carte. La bataille a commencé ici même. Lindsay a évacué les enfants tant que tout était encore sous contrôle. Bobby ne semblait pas non plus vouloir faire de mal aux enfants. Il m'a juste visé et m'a tiré des billes dessus. En fait, Bobby était venu ici parce qu'il voulait régler le compte du jour au casino. Il m'en voulait d'avoir terni son image aux yeux de son patron, Ban, le rendant moins respecté qu'avant. Il a dû mentir pendant qu'il était méprisé par tout le monde. Pour une personne arrogante comme Bobby, la vie à cette période N était pas du tout facile. C'est tout nier qu'Edarty Tupper dire à Gour à contre-Jon était une humiliation immense. La blessure que je lui avais infligée à Lou et Paul ce jour-là lui faisait encore mal. Confiant que sa carte battrait le 2 de pique, la carte la plus faible de la chaîne alimentaire que je possédais. Cette fois, Bobby était plus intelligent. Utilisant une tactique psychologique en incendiant l'orphelinat, et que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, il a touché ma blessure d'enfance. J'ai rapidement couru dehors pour trouver Sam quand le garçon est entré dans la pièce pour prendre ce livre. J'ai donné au garçon un mouchoir pour se couvrir le nez et échappé d'ici. Bobby les a également poursuivis avec acharnement. À présent, le feu était de plus en plus grand, rendant évasion difficile. Il ne pouvait que monter sur le toit. Peu de temps après, Bobby était aussi en bas. Les enfants avaient préparé une toile pour qu'ils puissent tous les deux sauter en toute sécurité. Mais je ne suis pas descendu. J'ai encouragé Sam à croire en sa famille et à sauter. Tandis que je restais pour me battre jusqu'au bout contre ce type, je portais en moi les idéaux que Lindsay m'avait enseignés. L'un d'eux était que le faible, acculé, se battra de toutes ses forces. Maintenant, j'appliquais cet enseignement à Bobby. Bien que possédant la carte la plus faible parmi celles qui restaient, je me suis battu avec tous mes avantages. En bas, Lindsay avait appelé la police ou une ambulance. Je ne suis pas immortel comme Chris. Je n'ai pas la capacité de régénérer mes blessures. Par conséquent, chaque bataille est une question de vie ou de mort. Vous pouvez voir que ma volonté ne peut être sous-estimée. Le nombre d'attaques contre Bobby était assez considérable pour ce que quelqu'un possédant un 2 de pique pouvait faire. Le plus surprenant est qu'il avait un total de 3 cartes, bien plus puissantes que moi. Le problème N était plus de gagner ou de perdre. C était la ligne entre la vie et la mort. Bobby ne pouvait pas être brûlé, même s'il était jeté dans le feu et qu'une balle lui traversait le bras, mais il pouvait aussi guérir ses blessures. À ce moment-là, le visage de Bobby était méconnaissable. Son corps entier était noir comme du charbon, son visage indistinct. Le regarder maintenant me rappelait le cauchemar nocturne de l'incendie que je faisais toutes les nuits. Bien sûr, cela était entièrement dans les calculs de Bobby, tandis que je m'effondrais, l'esprit envahi par le cauchemar. Incapable de résister à Bobby, un miracle est apparu. Quelque chose lui a tiré dessus, désintégrant complètement son corps dans une mer de flammes. Loin dans la ville, un homme mystérieux avait tiré ce missile pour me sauver. Toute la ville était en émoi suite à une attaque à la bombe visant les 3 princes de ce pays, survenue en plein cœur de la capitale. Actuellement, la tension n'est toujours pas retombée. Les pompiers et les ambulances ont été dépêchés d'urgence sur les lieux. Les 4 membres de Highcard étaient également présents immédiatement. Bien que l'attaque terroriste ne soit pas directement liée à leur mission, car elle impliquait des possesseurs de cartes, elle relevait néanmoins de la juridiction de l'organisation. Pendant ce temps, 2 gardes du corps escortaient le prince Danny dans une voiture. La femme aux cheveux noirs de l'organisation de Ban est montée dans la voiture avec le prince. Avant qu'il n'ait pu réagir, les 3 personnes dans la voiture avaient toutes été envoyées dans l'au-delà. Chris a couru un moment et a repéré 2 individus suspects. Alex a utilisé sa carte pour faire surgir des rochers du sol, puis a disparu complètement. Bien que Chris n'ait pas été blessé, il a perdu leurs traces. La nouvelle de l'attaque terroriste s'est rapidement répandue partout. Les médias ont couvert les dernières informations sur l'affaire. Le prince Danny, qui devait être couronné dans 3 mois, est décédé ce jour-là, et les instigateurs n'ont toujours pas été retrouvés. Tout était encore très chaotique lorsque le corps du prince a été ramené au palais, auprès du roi. À ce moment-là, le roi s'est retourné et est parti, ordonnant à Théodore de ne pas laisser les cartes être exposées au public.
Dès que le roi est parti, Ban est apparu. Les deux hommes ont échangé des paroles acerbes pendant un long moment. Ensuite, Théodore est sorti et a dit à ses subordonnés de convoquer Highcard en urgence. Chris venait de quitter l'hôpital après avoir rendu visite à sa sœur, quand il a reçu un appel de Pinoche. Bernard lui a confié la tâche de convoquer tous les membres de Highcard, y compris moi. Au cours des 2 dernières semaines, Bernard n'avait plus pu m'appeler. Il savait que C était parce que ce qui était passé à Sunfield avait rapidement sapé mon moral. Chris a reçu l'ordre que tous les membres de Highcard devaient se présenter à Pinoche. Seul moi était absent. Théodore avait donné la tâche de récupérer immédiatement toute carte en usage. La situation actuelle était extrêmement urgente. Bernard leur a assigné des tâches à exécuter, selon le plan. Comme d'habitude, Chris devait m'accompagner. Mais cette fois, cela semblait plus difficile car je venais de subir un traumatisme psychologique. Bernard croyait toujours que Chris pouvait me remonter le moral car ils étaient des amis proches. Après avoir reçu sa mission, Chris s'est rendu à Sunfield, qui était devenu un champ de ruines après l'aile. Événement de ce jour-là. Il a continué jusqu'à mon domicile. Après des jours d'enfermement, je n'allais toujours pas mieux. Je mangeais des conserves pour survivre, avec des cernes sous les yeux comme un panda. Il semblait que je n'avais pas dormi depuis des jours. Je suis sorti du lit, me suis lavé le visage à la hâte, puis me suis effondré sur le sol, me souvenant de la première fois que j'y étais arrivé à l'orphelinat, me souvenant de Lindsay et de ses enseignements. Il serait plus heureux si je ne venais plus à Sunfield. À ce moment-là, Chris est arrivé. Il s'est tenu dehors et a frappé à la porte. Bien sûr, dans mon état actuel, je n'ouvrirai jamais la porte à des invités. Chris ne pouvait que s'asseoir dehors et me parler, m'informant que Lindsay équipe était en mission. Mais je ne voulais plus participer. Mon but était l'argent. Mais maintenant que la maison n'existait plus, à quoi bon l'argent? Chris est resté dire quelques mots, ce qui m'a donné une perspective différente, et j'ai arrêté de me blâmer. Ayant fini de parler, Chris est rapidement parti prendre le dernier train de la journée. J'ai ouvert la porte, mais n'ai vu personne, seulement un bonbon au chocolat que Chris avait laissé. J'ai couru un moment et j'ai rattrapé Chris, qui était sur le point de monter dans le train. Tous les deux étaient dans le wagon. Pendant que Chris prenait son repas, j'ai lu les dossiers des propriétaires de cartes. Bien que j'ai décidé de venir ici, les paroles de Lindsay me perturbaient toujours. Chris a dit que les adultes sont très complexes. Et à un certain stade, quand je serai suffisamment mature dans la vie, je comprendrai naturellement le sens des paroles de Lindsay. Quelque temps après, le train s'est arrêté à la gare. Dès que la porte s'est ouverte, ils ont rencontré Jasper. Il possédait une carte de manipulation métallique, une chose qui semblait inoffensive pour Chris parce qu'il était immortel. Les coéquipiers de Jasper avaient tendu une embuscade un peu plus loin devant le train. Quand ils atteindraient le pont, ils enverraient tout le monde dans l'au-delà, mais Chris restait calme à ce sujet. Au début, les passagers de ce train n'avaient rien à voir avec lui. Et même quand Jasper a menacé de me tuer, Chris n'a montré aucune inquiétude. Moi, bien sûr, je ne croyais pas que ce soit vrai, mais J était quand même très perturbé. Cette attitude calme de Chris a réussi à transférer sa peur sur Jasper. De plus, s'il voulait détruire ce train pour menacer, n'en serait-il pas lui-même affecté? Jasper a écouté Chris et a réalisé qu'il était dans une situation dangereuse. Il était devenu involontairement un bouc émissaire, mais Jasper ne voulait toujours pas abandonner. Quand ils ont atteint la section du pont, il a utilisé son pouvoir pour faire sauter le toit du wagon. Alex, qui était au-dessus, a également utilisé sa carte pour faire tomber des pierres et de la terre de la colline, bloquant la voie ferrée. À ce moment-là, Chris m'a poussé à la mer juste au moment où il activait sa carte. Jasper ne pouvait plus se vanter. Il a imploré Chris dans cette situation dangereuse. Chris l'a jeté à la mer. Mais Jasper a réussi à s'accrocher au flanc du train. Paniqué, il a rapidement agi pour prolonger la voie ferrée sur la pente rocheuse, réussissant à arrêter le train en toute sécurité. Chris était sur le point de s'occuper d'Alex, mais il a été retenu par les chaînes de Jasper. Pendant ce temps, j'avais dérivé jusqu'au rivage, inconscient. Une femme qui passait par là m'a découvert par hasard, allongé là. Le lendemain, je me suis réveillé dans une pièce et j'ai vu une femme inconnue. Elle a dit qu'elle m'avait sauvé de la plage ce jour-là. Je suis resté silencieux, mais son visage familier m'a fait penser à Ya, une personne sur la liste de ceux dont les cartes devaient être récupérées, avec des traits identiques et impossibles à confondre. J était inquiet pour ma carte, mais dans mon état physique actuel, même bouger et parler était devenu difficile. Quelqu'un d'aussi expérimenté que Ya savait d'un seul coup que je venais de Highcard. De l'autre côté, tout le monde était déjà au courant de nous deux, et cette mission nécessitait encore une carte pour être complète. En voyant l'accident de train, Bernard a deviné que les deux avaient dû rencontrer d'autres détenteurs de cartes. Le fait de ne toujours pas pouvoir contacter mon groupe a convaincu tout le monde qu'ils étaient en danger. Veggie et Wendy voulaient vraiment aller les sauver tous les deux, mais selon les ordres de Théodore, ce N n'était pas permis. Léo était leur commandant, mais il devait toujours respecter les règles établies par le président, donc les deux autres devaient se débrouiller seuls. J'avais également récupéré, au moins suffisamment pour parler. Je voulais savoir ce qui était passé dans le train la veille. La télévision diffusait des nouvelles de l'incident de ce jour-là. Pour l'instant, la cause est toujours sous enquête. Je me suis souvenu de Chris et je voulais le retrouver. Mais dans mon état physique actuel, je ne pouvais toujours pas sortir du lit et encore moins sauver qui que ce soit. Quant à Chris, il avait été capturé par Jasper et Alex. Ils l'ont attaché en hauteur et lui ont infligé toutes sortes de punitions, voulant trouver sa carte. Mais après une recherche approfondie,
ils n'ont rien trouvé, ce qui a rendu Jasper encore plus fou. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de carte à proximité. Les blessures sur le corps de Chris ne pouvaient plus guérir. Cela signifiait qu'il ressentait la douleur normalement. Si une balle lui brisait le crâne maintenant, il pourrait mourir. Chris est resté calme et n'a pas révélé un mot sur l'emplacement de la carte, même si Jasper l'avait frappé avec une barre de fer, tandis qu'Alex cherchait ma trace, car il voulait faire ses preuves auprès du patron. Même si Z était la carte la plus inutile de la chaîne alimentaire, il devait la récupérer à tout prix. Mon endroit était beaucoup plus paisible, car j'avais eu la chance de rencontrer de bonnes personnes et d'obtenir un traitement rapide pour mes blessures. Et Yarolad a préparé de la nourriture pour me renforcer, afin que je me rétablisse rapidement. Personnellement, je sentais qu'elle me traitait trop bien, ce qui me rendait temporairement incrédule. Sans aucune raison, Yar a juste dit qu'elle était fatiguée de voir des cadavres devant elle. J'ai refusé de manger, et j'ai passé la journée à rester les bras croisés sur le lit. Ya savait que je voulais aller sauver Chris, et ces deux personnes apparemment sans rapport avaient en fait un lien inattendu. Voyant ma curiosité, Ya s'est ouverte et m'a raconté son histoire. Cette histoire a commencé il y a 25 ans, quand elle était une jeune femme consacrant sa jeunesse à Highcard. Ce combat lui faisait se sentir comme une véritable héroïne, et les héros doivent faire face aux méchants. Cela ne lui a pas causé peu de danger alors que les batailles se poursuivaient jusqu'à ce que Ya apprenne que ses coéquipiers avaient été sacrifiés. Théodore avait participé directement à la bataille, et il n'avait montré aucune émotion en assistant à cela. Les choses ont continué après. Mais au fond d'elle, elle portait toujours ce fardeau. Elle ne pouvait pas se concentrer, et est devenue curieuse de l'endroit où elle travaillait. Puis quelque chose s'est produit. Des terroristes ont bombardé un centre commercial, et parmi les victimes se trouvait un jeune garçon, le fils de Taylor, également membre de Highcard. Ce garçon était Chris. Il était dans un état critique. Tout retard pourrait affecter sa vie. Taylor détenait actuellement 4 cartes. S'il les utilisait, il pourrait sauver Chris. Mais Théodore, qui était présent, ne l'a pas permis. Par ordre du roi, il ne pouvait pas utiliser le pouvoir des cartes pour des questions personnelles. Bien que Taylor ait supplié, il n'a pas pu changer les règles de Théodore, et celui-ci a ordonné à Ya de confisquer les cartes de Taylor. Cependant, il n'a pas abandonné. N'ayant plus d'autre option, Théodore a sorti son arme et l'a pointée sur Chris. Ya ne lui a pas obéi. Elle a maîtrisé Théodore, aidant Taylor à utiliser à temps les 4 cartes pour sauver Chris. Mais il l'a payé de sa propre vie. Après cela, Yari a également démissionné. Elle a erré à travers le pays, s'installant finalement dans un endroit paisible avec de la verdure et de l'eau bleue. Elle a rencontré Robbie par hasard, et les deux ont vieilli ensemble jusqu'à présent. Après quelques jours de convalescence, J était enfin plus fort. Bien qu'il y ait encore quelques séquelles, LN n'était pas significative. Je me préparais à partir pour sauver Chris. Yarit a volontairement proposé de me donner sa carte, mais elle voulait d'abord savoir si je serais dans une situation similaire à celle où elle avait sauvé Chris. Que choisirais-je? J'ai réfléchi, puis j'ai répondu avec détermination que je ferais de mon mieux. Elle a ri de la réponse et m'a donné sa carte. Alors que nous sortions de la maison, nous avons rencontré Alex, qui était venu ici. J'ai lancé la carte à Ya pour que nous puissions combattre ensemble. Avec le pouvoir d'attirer les objets proches à volonté, elle a eu une bataille spectaculaire avec Alex. Moi, observant de l'extérieur, n'ai pu m'empêcher de m'exclamer « Magnifique !» Quand je suis entré, Alex a utilisé le pouvoir de la pierre, faisant surgir quelques rochers autour pour bloquer le chemin. Cette fois, même avec des ailes, il aurait été difficile de s'envoler. Pendant ce temps, Ya était toujours en train de combattre Alex. Elle a été piégée et est tombée dans un trou. Robbie s'est levé pour la protéger, tandis qu'Alex passait en courant. À ce moment, une voiture est arrivée. Chris est sorti de la voiture et a jeté Alex dans le trou. J'en ai profité pour lui tirer dans la cuisse. Saisissant cette opportunité, Yaba a déplacé un moulin à vent pour écraser Alex, le tuant sur le coup. Je me suis tourné pour l'interroger sur les blessures sur le corps de Chris, mais il n'a pas répondu. Avant de venir ici, il avait battu Jasper à mort. Il méditait sur certaines choses. Voir la carte dans sa main sans l'utiliser semblait très différent de d'habitude aujourd'hui. Je me suis joyeusement précipité vers lui, mais il n'a montré aucune émotion. Normalement, il aurait déjà commencé à me taquiner. Ce qui semblait être une joyeuse réunion s'est malheureusement transformé en moi recevant une balle en pleine poitrine gauche de la part de Chris. Chris a murmuré quelques mots d'excuses, disant qu'il ne voulait pas que je sois au courant de sa situation. Ya, témoin de cette scène, n'a pas eu le temps de réagir avant de me voir tomber dans une mare de sang, tandis que Chris tournait froidement les talons et éloigné sans un regard en arrière. Après l'incident chez Ya, Chris a conduit toute la nuit, retournant à la ville. Après cette journée, son humeur était bien plus sombre que d'habitude. Cela était dû en grande partie à ses pensées intérieures, qui tournaient toujours autour des événements passés, qui continuaient de le hanter sans cesse. Même les voitures qui passaient sur la route lui rappelaient sa petite famille et son père d'autrefois. En repensant à quelques années auparavant, la famille de 3 personnes était allée ensemble dans un parc d'attractions. Dans ses souvenirs, Taylor était une personne très joyeuse et aimant les enfants. Même Missen, né avec un corps faible, était beaucoup plus fort quand il était à ses côtés qu'il ne l'est maintenant. Bien que la mère des 2 frères soit décédée tôt, les 3 étaient toujours heureux ensemble, car ils avaient un père merveilleux qui les aimait. Mais Taylor était toujours un homme. En l'absence d'une femme à la maison, il devait cuisiner lui-même. Bien sûr, il était un peu maladroit,
et le pain avait toujours une odeur de brûlé. Les trois jouaient souvent aux cartes ensemble. Et c'est là que Chris a affiché un sourire sincère, sans autant d'inquiétude qu'aujourd'hui. Tout était encore très heureux jusqu'au jour où tous les trois sont allés se promener dans un centre commercial. Chris se trouvait dans la zone bombardée. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Son corps était couvert de blessures. Cet événement a poussé Taylor à se sacrifier comme un père pour sauver son fils. Quand Chris s'est réveillé à l'hôpital, il a vu son père inconscient sur le sol avec 4 cartes à côté de lui. Taylor a laissé ses 2 enfants dépendre l'un de l'autre pour survivre. C'est aussi pour cette raison que Chris est devenu une personne superficielle. Avec son bel aspect et son habileté à parler, il gagnait facilement le cœur des jeunes filles. Et un sourire était toujours affiché par défaut sur son visage. Chris avait ainsi caché son vrai moi. Le lieu où retournait et la personne qu'il voulait protéger lui ont pris beaucoup de temps pour retrouver son vrai moi en moi. J était encore très enfantin et je riais innocemment. Chris se souvenait encore de tout ce que nous avions traversé à l'époque. C'est aussi pour cette raison qu'il ne pouvait pas me dire ce qu'il voulait faire. J était aussi de retour à Pinoche et J était toujours en vie. La vérité est que Chris a visé directement les cartes dans ma poche quand il a tiré. Dès que je me suis réveillé, Léo est venu me saisir par le col et m'a demandé des nouvelles de Chris. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Léo m'a dit que Chris avait pris quelques cartes et avait disparu, qu'il avait été renvoyé par Théodore et qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. C'est à ce moment-là que j'ai regardé le trou dans ma chemise, connaissant les capacités de Chris. S'il avait voulu me tuer, cela n'aurait pas été difficile. Il avait certainement délibérément visé la poche contenant les cartes. Je voulais retrouver Chris pour éclaircir tout cela. Mais Icard était toujours en mission. De plus, comme J était proche de Chris, le président a décidé de confisquer temporairement mes cartes et il a également envoyé quelqu'un enquêter sur les antécédents de Chris. Du côté de Ban, l'organisation semblait comploter quelque chose d'énorme. Il avait rassemblé ses subordonnés, équipés de gilets pare-balles et d'armes. Après une nuit, Chris est également arrivé en ville. Il est venu voir Chelsea pour récupérer les affaires qu'il lui avait envoyées auparavant. Chelsea savait que quelque chose n'allait pas car la police était venue au bar pour demander des nouvelles de lui, mais Chris a simplement dit que était parce qu'il était célèbre. Cependant, qui pourrait croire cela? Chelsea prévoyait d'utiliser son ancienne ruse, mais Chris a joué un tour de coquin en l'embrassant pour la faire taire. Le résultat fut une gifle. À l'intérieur du paquet se trouvaient 4 cartes, une arme à feu et les papiers d'identité de Chris. Il était clair qu'Ilves était préparé à cela à l'avance. Après avoir vérifié tout, il s'est retourné. Quelques pas plus tard, il a rencontré contre elle l'équipe de police de Chelsea. Cette fois, Chris n'a pas utilisé le pouvoir des cartes, mais seulement son arme. Mais en un instant, l'équipe de police a été complètement neutralisée. Chelsea avait entraîné Chelsea, et était enfui depuis longtemps. Puis Chris est rapidement parti en voiture. Quelque temps après l'incident à Sunfield, Lindsay est venu visiter le magasin où je travaillais. Il m'a donné une lettre manuscrite, le contenu général étant celui d'une personne qui avait fait don d'une somme d'argent suffisamment importante pour que Lindsay puisse reconstruire l'orphelinat pour les enfants. Ce qui était remarquable, c'est que la dernière ligne indiquait qu'elle avait été envoyée par mon maître. Personne ne comprenait qui était cette personne à part moi. Lindsay m'a montré le chèque, mais ce qui m'intéressait, était la ligne en bas avec le nom de l'expéditeur, Chris Redgrave. Mentionner l'orphelinat m'a fait à nouveau me blâmer pour mon travail. Je me suis également souvenu des paroles de Lindsay. Et j'ai secoué la tête, tristement, en me voyant dans cet état. En fait, il voulait que je sois plus ouvert d'esprit, et que je ne pense pas toujours que je n'avais qu'une seule famille. Les enfants de Sunfield finiraient par partir et auraient un autre endroit appelé leur deuxième famille. Lindsay était heureux de voir les enfants qu'il avait élevés devenir grands et avoir un endroit où ils appartenaient. En écoutant ces enseignements, je me suis soudainement rappelé ce que Chris m'avait dit. Lindsay m'a dit que était similaire, et que cela pouvait aussi être ma famille. Les 2 mots famille m'ont rappelé quelque chose lié à Chris. En rassemblant tout, je savais aussi ce que Chris allait faire. Je me suis précipité à l'hôpital où Missen était soignée. À ce moment-là, les subordonnés de Bain avaient infiltré le palais étranger. Dehors, plusieurs policiers avaient été neutralisés. Quand je suis arrivé dans la chambre d'hôpital, je n'ai vu personne, seulement un bout de papier avec un numéro de téléphone et l'inscription « Appelle-moi ». J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Chris immédiatement. Il conduisait avec Missen depuis un moment et il était préparé à elle, événement d'aujourd'hui en prenant discrètement les cartes. En fait, sur le yacht, Chris avait déjà préparé une autre fausse carte dans sa poche. La carte volée était également fausse et il avait gardé la vraie. Même le fait de me pousser à la mer et de me tirer dessus lorsque j'en savais trop, tout cela faisait partie des calculs de Chris. Tout cela, à cause des 4 cartes dans sa main, je lui ai rappelé qu'utiliser les 4 cartes mènerait au pire. Après tout ce qui était passé, comment Chris aurait-il pu l'ignorer? Il n'a pas répondu, mais m'a fait face calmement et a échangé quelques mots. Je lui ai répété ce que Lindsay m'avait appris. Seuls quelques mots concis ont fait prendre conscience à Chris, mais il ne voulait toujours pas abandonner l'occasion de sauver sa sœur. J'allais courir après Chris lorsqu'un tireur d'élite est entré dans la pièce, a pointé son viseur directement sur la tête de Chris, dans la voiture en contrebas, et a appuyé sur la gâchette. Auparavant, Chris était déjà éveillé et avait réutilisé ses cartes, activant ainsi sa capacité d'immortalité. Même si son crâne était brisé plusieurs fois, il ne mourrait pas.
Une autre nouvelle importante est que le tireur D, Elite, est venu m'informer qu'en raison d'avoir entravé les ordres du jeune maître Théodore, et que Zi était la deuxième fois qu'il répétait cela, il était également renvoyé. Les subordonnés de Ban ont attaqué le palais. Hayard était toujours là pour les combattre. Il devait continuer à se battre, tout en étant très inquiet de ma situation et de celle de Chris. Mais son père a empêché Hayard de se précipiter pour les aider. Il devait d'abord s'occuper des intrus dans le palais. J'ai attrapé Owen et l'ai interrogé, même s'il N était plus membre de Highcard. Je devais toujours empêcher les actions stupides de Chris. Dès que j'ai ouvert la porte, 2 gardes du corps sont entrés et m'ont frappé à la tête, me laissant temporairement inconscient. Quant à Chris, il conduisait toujours vers l'endroit où il avait promis d'emmener Mycène. Mais à mi-chemin, il a rencontré un barrage de police. Chelsea se sont arrêtés à l'hôpital et sont tombés par hasard sur les 2 gardes du corps qui me transportaient inconscient. Chelsea a utilisé son autorité en tant qu'officier de police pour vouloir me prendre pour enquêter sur certaines questions. Au début, le garde du corps noir a voulu sortir son arme, mais la personne à côté l'a arrêté pour parler décemment. Il respectait aussi la police, alors ils n'ont pas contesté jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, je suis tombé pour que Chelsea me rattrape, puis je me suis enfui rapidement, empruntant même sa voiture. Il ne s'attendait pas à ce que Chelsea soit aussi dans la voiture. Alors, tous 2 sont allés chercher Chris. Chelsea a aussi pris la voiture du garde du corps pour les poursuivre. Face à cette équipe de police, Chris a également dû descendre de voiture et présenter ses papiers d'identité pour qu'il les vérifie. Un officier de police l'a reconnu, avec sa veste de motard, comme la personne recherchée. À ce moment-là, Ban est apparu. Il a utilisé son pouvoir pour découper le morceau de terre sur lequel se trouvaient les policiers. Ban a dit qu'il aimait la façon dont Chris agissait, même s'il ne savait pas pourquoi Chris faisait cela. Actuellement, il était en confrontation avec le monde entier. Il ne se souciait pas du roi ni de la couronne, il soutenait simplement Ban pour faire tout ce qu'il voulait. Il faut savoir que Clone Kid est l'adversaire de Pinoche. Par conséquent, Ilden n'était pas clair pourquoi il l'aidait à ce moment-là, mais il avait certainement un motif. Cela dit, il est parti. La police est arrivée pour continuer la poursuite. L'espace sur la route, créé à ce moment-là, a aidé Chris à échapper avec succès. Il a continué à conduire avec Mycène. Lui-même ne comprenait pas pourquoi une interdiction agissait de cette manière, mais Chris s'en moquait. Il voulait juste pouvoir sauver Mycène. À ce moment-là, j'ai raconté à Chelsea ce qui était passé avec Chris et mes propres suppositions. Chris aurait pu décider de sauver Mycène avec les 4 cartes et sa propre vie. À tout prix, je devais empêcher cela. Mycène ne savait pas non plus où Chris comptait aller. Elle se souvenait seulement qu'il avait dit avoir un rendez-vous. Ces mots m'ont rappelé le jour où nous étions tous sortis et où Mycène voulait faire un tour de grande roue. Elle voulait revivre le souvenir de leur père d'il y a de nombreuses années. Il l'avait également emmené là-bas, mais Chris ne l'avait pas permis à l'époque. Il avait promis de l'y emmener, mais pas à ce moment-là. Tous 2 étaient certains que Chris emmènerait Mycène à cette grande roue. À ce moment-là, l'écran tactile de la voiture a été piraté et la personne était Bernard. Il avait tout entendu et a pointé du doigt mon interlocuteur pour me faire savoir qu'il avait secrètement placé un appareil d'enregistrement dans ma veste. Tous 2 ont parlé un moment et il a été révélé que je ferais fi des conséquences pour sauver Chris, ce qui signifiait que je me dresserais contre tout un pays, car Pinoche le recevait des ordres directement du roi. Cependant, je voulais toujours le faire parce que J était l'ami de Chris quand je n'avais personne à mes côtés. Chris est celui qui est venu me sauver. Ils ont roulé un long chemin et ont rencontré la femme aux lèvres sombres. Elle a fait voler leur voiture de l'autre côté. Heureusement, ils étaient tous les 2 en sécurité, bien que légèrement blessés. Elle voulait prendre le 5 de cœur des mains de Chris, alors elle m'a attaqué. Chelsea a utilisé sa carte pour me tirer et m'a sauvé avec succès de la situation dangereuse. En sautant par-dessus le pont, elle a été blessée par cette femme pour ne pas devenir un fardeau pour moi. Chelsea restera ici et me dira de continuer à poursuivre Chris. Chez Léo, la bataille faisait toujours rage. Il a utilisé un appareil spécial pour contacter Bernard. Pendant qu'il se battait, il a appris que je poursuivais Chris, ce qui l'a rendu très heureux. Léo a rapidement dit à son père qu'après avoir réglé les choses ici, il poursuivrait Chris, mais Théodore a quand même dit non parce qu'il était trop proche de lui. Cela pourrait être une faiblesse fatale, et il lui a ordonné de simplement obéir aux ordres. Léo était d'autant plus déterminé à mettre fin à la bataille ici. De plus, plusieurs canons à 4 canons avaient anéanti toutes ces personnes. Léo a ouvert la porte de la salle VIP, mais n'a vu personne. À ce moment-là, Théodore a annoncé que la mission était terminée. Il a appelé les Highcard à se rassembler rapidement, puis à poursuivre Chris et moi. Chris avait également emmené Miss à la grande roue. Pendant ce temps, je devais courir contre la montre tout en échappant à la poursuite de cette femme aux lèvres sombres. Au moment le plus dangereux, Love Bee de Wendy est apparu. Une voiture est arrivée. Était Bernard. Pendant que Love Bee est resté bloqué le chemin avec elle. Les 2 parties se sont battues sans pitié. Mais Love Bee semblait prendre le dessus avec sa personnalité déchaînée et sa maîtrise de l'aile, épée d'un vrai samouraï. Greg Young était également présent, tirant plusieurs fois sur la femme aux lèvres sombres et une autre fois sur Love Bee pour réprimer sa nature agressive. La zone du parc où se trouvait Chris était éclairée. Il avait emmené Mycène à la grande roue. Chris savait qu'il était égoïste, mais il irait aussi à la rencontre de Taylor. La première chose que la petite fille a vue en se réveillant était le corps froid et sans vie de Chris, tel qu'il l'avait été. Il a activé 4 cartes, et la lumière a ensuite illuminé toute la ville.
Bernard, toujours en route dans sa voiture, a également pu voir cette lumière. Je me sentais de plus en plus pressé. Malheureusement, il n'y avait pas de raccourci pour y arriver en ville. Léo et Végie étaient également à leur poursuite. Il a utilisé son pouvoir à la manière des super riches, utilisant l'argent liquide dans le camion pour créer un chemin à travers la ville, afin que je puisse raccourcir la distance jusqu'à la grande roue. Après plus de la moitié du chemin, Léo est tombé à court d'argent, et ne pouvait plus continuer. À ce moment-là, Bernard m'a donné sa carte et m'a rappelé la règle d'or des iCards, qui est de ne pas craindre de rencontrer Dieu. La voiture a traversé la rivière. J'en ai sauté, activant ma carte au passage. Et j'ai tiré une balle en cuivre directement sur les cartes que Chris activait. La carte 2 de Pete peut être ordinaire, mais mon agilité et mes compétences ne l'étaient pas du tout. Cette intervention a réussi à sauver la vie des deux frères. Chris a survécu en partie grâce à son immortalité et à mon action rapide et décisive. Ce seul geste a réussi à sauver tout le jeu qui était dans une impasse. Après cela, les choses ont commencé à s'améliorer. Le complot de Kouvdi, État du clan Klondike, a été démasqué et le gouvernement a levé la loi martiale. La ville est également revenue à sa paix habituelle. Misen N n'était pas encore complètement rétabli, mais son état de santé était bien meilleur qu'avant. Du côté de Klondike, il n'y a eu aucun mouvement pour le moment. Bernard a rapporté tout cela à Théodore. La punition de Chris fut de devenir mon subordonné car, pendant son hospitalisation, j'avais été réembauché comme employé officiel après bien des péripéties, étant alors qu'un simple apprenti.